Bonjour et bienvenue sur Parent Web. Nous sommes ravis de recevoir Amélie Noël, déléguée régionale de l'association Elle Bouge et ingénieure chez l'équipementier automobile sur notre plateau télé. Bonjour Amélie Noël. Bonjour Héloïse. Lors de cette interview, on évoquera 3 sujets. Votre parcours et votre quotidien d'ingénieur et de délégué régional de l'association Elle Bouge. Les inégalités du genre dans les métiers de la science et de la technique, avant de terminer par le monde idéal pour les femmes scientifiques d'ici 2100. Pouvez-vous nous expliquer à quoi consiste votre métier d'experte traitement de surface et formulation chez Valeo? Oui, bien sûr Héloïse. Alors je vais essayer de faire simple. Vous avez un essuie-glace. Sur l'essuie-glace, vous avez une lame en caoutchouc et moi, je suis chargée de développer un petit vernis qu'on va venir appliquer sur cette lame en caoutchouc. Donc ça, c'est mon principal métier. Pourquoi avons-nous besoin de chimistes chez un équipementier automobile comme Valeo? En fait, on travaille avec énormément de matériaux. Donc on va avoir des chimistes en matériaux. Si on va prendre le plastique, on va prendre des peintures par exemple. On va prendre, moi dans mon cas, les vernis. On va avoir aussi du caoutchouc. Donc tout ça, on a besoin d'avoir des compétences en chimie. À quel âge avez-vous su que vous voulez faire ce métier? Alors la chimie, ça a commencé à me plaire au lycée. Avant, je ne savais pas trop. Au lycée, je me suis dit, c'est chimie que je veux faire. Et puis après, petit à petit, on va dire, j'ai avancé dans les études en chimie. Et après, je ne savais pas forcément que j'allais travailler chez un équipementier automobile. Quel a été votre parcours et quelle étude avez-vous suivi? Donc du coup, mon parcours, après le bac scientifique, à l'époque, j'ai fait un DUT de chimie, donc 2 ans en chimie, parce que je me suis dit que 2 ans, ça allait peut-être me suffire. Puis finalement, j'ai bien aimé la chimie et donc j'ai continué en école d'ingénieur, spécialisée en formulation, donc pour apprendre à fabriquer des peintures, des encres, des vernis, des produits cosmétiques. Redoutez-vous d'intégrer un secteur où les hommes sont très majoritaires? Alors, j'ai pas trop eu la question, parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, j'étais déjà dans un lycée où il y avait très peu de filles. On était 3 filles sur 34 élèves dans la classe. Donc, j'ai déjà eu l'habitude d'être avec beaucoup d'hommes. Donc, finalement, j'ai pas eu peur d'intégrer un milieu comme ça. Est-ce que vos parents vous ont poussé à suivre vos études? Oui, alors oui, clairement. Mon papa était technicien, il a passé diplôme d'ingénieur en cours du soir, donc il savait que c'était très très dur. Donc ils m'ont poussé à aller le plus loin possible déjà tout de suite. Et puis après, que ce soit ingénieur ou autre chose, il fallait que je fasse des études. Pour eux, c'était important. Maintenant qu'on sait plus sur votre parcours, passons à une deuxième partie de notre entretien. La place des femmes dans les métiers scientifiques et techniques. Dans votre travail, avez-vous eu peur de ne pas être à la hauteur? Alors oui, ça arrive, parce que quand on débarque à 25 ans et qu'on travaille dans une équipe avec que des messieurs qui ont plus de 50 ans, des fois on se dit, mais est-ce que la petite jeunette, ils vont vouloir écouter? Donc ça, c'est déjà un premier point. C'est pas toujours simple de se faire sa place. Et après, comme je travaille beaucoup à l'international, dans certains pays, les femmes sont encore, entre guillemets, moins reconnues qu'en France. Donc c'est encore plus difficile de se faire accepter. Et notamment dans le rôle d'expert, en disant, je suis là pour t'aider, mais c'est moi qu'il faut écouter. Et ça, des fois, c'est pas toujours très simple. Avez-vous déjà reçu des remarques sexistes pendant votre formation ou votre cursus professionnel? Alors ma formation, non. Parce que j'ai l'avantage, c'est qu'une école d'ingénieur en chimie, il y a beaucoup de filles. Donc, c'est une des rares où il y a vraiment beaucoup de filles. Par contre, après, oui, dans mon premier travail que j'ai fait en sortant de l'école, on était dans une petite entreprise et j'ai eu des remarques comme quoi ça aurait été mieux que je reste dans ma cuisine ou que j'aille faire des gamins plutôt que de travailler en laboratoire. Quels sont, selon vous, les stéréotypes les plus criants en ce qui concerne les métiers scientifiques et techniques? Il y a toujours ce côté machiste où on pense en tout cas à tort que il y a que des hommes, donc du coup l'ambiance elle est pas forcément idéale pour les filles. Ça c'est vraiment le gros stéréotype qui sort. Après on est toujours dans les stéréotypes d'usine où une usine ça fait peur, c'est sale, c'est bruyant, ça n'a pas sa place pour une femme ou on va dire un peu de féminité. Donc je dirais que c'est les 2 gros stéréotypes qui ressortent.
Comment expliquez-vous les différences de rémunération entre les hommes et les femmes dans les métiers scientifiques? Alors, en différence de rémunération, c'est toujours assez compliqué comme sujet, parce que moi, je travaille dans une grosse entreprise où normalement, il n'y a pas d'écart. Après, je pense qu'il y a eu, à un moment donné, il y a beaucoup d'écart parce que les femmes, beaucoup de femmes en tout cas, stoppent leur carrière pour avoir des enfants. Peut-être pour les élever, peut-être qu'ils vont prendre un temps partiel. Et donc, du coup, tout ça, ça freine l'évolution. Donc, si ça freine l'évolution, ça veut dire que ça freine aussi le salaire. Donc ça, c'est vraiment un point important, je pense. Et c'est sûrement le facteur numéro 1. Après, maintenant, en tout cas, dans les grosses entreprises, ils travaillent beaucoup sur le sujet pour essayer d'effacer cette inégalité. Mais c'est toujours très difficile, en fait, à comparer, parce que moi, comme je suis toute seule à faire mon métier, eh ben, j'ai personne à qui vraiment comparer. On n'a jamais deux ingénieurs, quasiment jamais deux ingénieurs, un homme et une femme, qui sortent de l'école au même moment, qui ont le même parcours et qui pourraient justifier exactement le même salaire. Donc, à notre niveau, je pense qu'au niveau, en tout cas, ingénieur, docteur, c'est plus difficile à cerner cette petite différence-là. Avant de passer à la dernière partie de l'entretien et d'imaginer le monde idéal en 2100, pouvez-vous nous parler de l'association Elle Bouge? Alors, l'association Elle Bouge, c'est une association qui a 20 ans maintenant, qui a été créée par des industriels qui ont fait le constat qu'il y avait très peu de filles dans les industries, dans tout ce qui va être sciences et techniques, on va dire maintenant au sens large, ça ne va pas être que les industries. Et se sont regroupés, ces industriels, et ils se sont dit, il faut qu'on intervienne auprès des jeunes filles, qu'on aille les voir à la source, donc c'est-à-dire en primaire, au collège, au lycée, et qu'on aille leur dire, allez-y, venez nous rejoindre, il y a plein de beaux métiers, et surtout, osez. C'est vraiment le message qu'on fait passer aux jeunes filles, c'est oser. Les maths, ça peut faire peur, oui, d'accord, c'est dur à un moment donné, mais après, derrière, ça ouvre de belles perspectives de métier, plein d'évolutions, plein de choses différentes. Donc voilà, nous, l'association, c'est vraiment ça, c'est venir faire témoigner des ingénieurs, des techniciennes auprès des jeunes filles pour leur expliquer notre métier, venir les inviter dans nos usines pour leur montrer, voilà, c'est quoi vraiment une usine, et puis essayer de les motiver, et puis qu'elles viennent nous rejoindre pour le futur. Comment imaginez-vous le monde de l'ingénierie en 2100? Pensez-vous qu'il y aura moins de stéréotypes et d'inégalités en 2100 dans le monde de l'ingénierie et des métiers scientifiques et techniques? Alors, j'ai envie de dire j'espère, sinon je ne m'engagerai pas auprès d'Elle Bouge, donc j'espère qu'en 2100, il y aura vraiment une évolution. J'y crois, je pense qu'on fait des choses, alors ça met du temps, mais bon, 2100 c'est loin encore, donc j'espère qu'il y aura cette égalité, en tout cas qu'on s'en rapprochera. Après, aujourd'hui j'ai un bémol, c'est au niveau de l'intelligence artificielle qui est formatée par des hommes et qui forcément réfléchira plus comme un homme que comme une femme. Donc c'est peut-être le petit bémol ou on va dire le petit inconnu en 2100. Je ne sais pas ce qui se passera de ce côté-là. Que devons-nous faire pour réduire les inégalités de genre en 2100? Déjà accepter qu'une femme puisse faire carrière même si elle a des enfants. Accepter que les hommes prennent un congé parental, un congé paternité et eux arrêtent leur carrière. Ça serait pour moi déjà un beau pied d'égalité. Et puis après, je ne sais pas, vraiment accueillir les femmes et bien les accueillir. Mais je pense que les gens changent et que la nouvelle génération est plus à même de travailler avec des femmes. Donc on va y arriver. À quoi ressemblerait selon vous le monde idéal pour les femmes scientifiques en 2100? Alors, le monde idéal pour les femmes scientifiques, je pense qu'il y a différents axes. Bon, déjà, ce ne serait pas qu'un monde de femmes scientifiques, mais un monde d'hommes et de femmes sur un pied d'égalité. On sait que pour développer un nouveau produit, c'est bien d'avoir une vision masculine, mais c'est bien aussi d'avoir une vision féminine. On ne pense pas de la même façon. Souvent, on va parler de la femme un peu plus créative, l'homme peut-être un peu plus terre-à-terre, mécanique. Donc, quand on veut développer un nouveau produit, c'est important d'avoir les deux visions. Ensuite, le monde idéal, ça serait un monde sans stéréotype de genre, comme on en a déjà parlé. Il faut absolument, pour moi, que les filles cessent de s'auto-censurer. C'est-à-dire qu'on a des très beaux potentiels. De nombreuses filles sont fortes en maths, sont fortes en sciences,
mais elles ont tendance à se censurer et de dire non, j'y vais pas. Alors des fois, ça vient de leur fait à elles, ça peut venir aussi du fait de leur entourage, qui ont peut-être peur pour une fille de se dire bah non, mais l'industrie, on n'y va pas. Donc j'espère qu'en 2100, il y aura plus de discours comme ça, que les filles vont oser y aller. Une étude a montré en fait que à la sortie d'école, quand un homme ingénieur ou une femme ingénieure postule à la même offre d'emploi, s'il y a 10 critères dans la sélection, l'homme va postuler à partir de 2 critères en général. Lui va oser, c'est un bonhomme, il y va. Alors que la fille va plutôt attendre d'avoir 7, 8 critères, voire même des fois 9, pour être sûre d'être prise. Parce que peut-être une façon, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, de se dire bah non, mais si j'ai pas tout ce qu'il demande, en fait, je serai pas à ma place. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui, j'espère, n'existera plus en 2100. Après, c'est pour ça aussi que d'ici là, nous, on travaille beaucoup avec les rôles modèles. Donc un rôle modèle, c'est quoi? C'est une femme ingénieure, une femme technicienne qui vient discuter, présenter son métier avec les jeunes filles. Et je pense qu'en présentant, en expliquant ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, en aussi rassurant que le sexisme, il n'est pas présent partout. Il peut des fois y en avoir, mais ce n'est pas la majorité des cas. Qu'on a des boulots qui sont très intéressants aussi, qui peuvent être très variés, avec des carrières aussi très intéressantes. En parlant directement aux jeunes filles, j'espère qu'on va pouvoir leur dire allez, casser les barrières et on y va. On défonce tout et on part dans l'industrie ou dans les sciences. Merci Amélie Noël d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir écouté. Merci Héloïse.